Bonjour, je sens qu'il y en a qui vont être heureux aujourd'hui. On va enfin se faire cette vidéo d'iridologie. Alors je dis d'iridologie, en fait ça va être une introduction à l'iridologie. Je ne sais pas combien de temps elle va durer, mais je pense on va quand même en avoir bien pour 1h30, 2 heures. Mais c'est encore peu par rapport à cette science immense qu'est l'iridologie. Une science pour moi qui est extraordinaire. Qui demande vraiment à la fois un apprentissage et puis surtout une pratique. C'est ce qu'on fait dans les stages. Dans le stage de niveau 2, c'est bien l'intérêt de ce stage de niveau 2, c'est que vraiment pendant une semaine on pratique, on observe des tas d'yeux, des tas d'histoires, parce que vous allez le voir, on n'observe jamais un œil sans le relier à l'histoire d'un individu. On ne fait pas de la divination quand on fait de l'iridologie, ça n'a strictement rien à voir, c'est une science rationnelle, ce n'est pas une science irrationnelle. Et donc au travers de ces 2 heures, on va quand même essayer d'introduire les principes de base au travers d'exemples, de multiples exemples que j'ai dans ma bibliothèque de photos d'yeux. Alors tout de suite, on va commencer d'abord, avant de se mettre directement sur les images, ça sera beaucoup plus parlant, on va commencer par définir de façon globale qu'est-ce que c'est que l'iridologie. L'iridologie, ça consiste à observer des marques dans les yeux. Alors ces marques dans les yeux, ce sont des marques de quoi? Qu'est-ce qu'on voit dans les yeux? Ce qu'il faut savoir, c'est que tout le système nerveux central, qui est situé dans la boîte crânienne et la moelle épinière, reçoit des informations de tout le système nerveux périphérique, c'est-à-dire de tous les organes et tissus du corps. Et que depuis le système nerveux central, il y a les terminaisons nerveuses correspondant à tous les organes et tissus du corps qui viennent se répercuter dans l'œil. C'est-à-dire qu'il y a des fibres nerveuses, il y a énormément de fibres nerveuses qui partent du système nerveux central et qui se retrouvent au niveau de l'œil. Sauf qu'il y a une spécificité particulière. Dans le corps, à peu près, quand une fibre nerveuse contrôle à peu près une centaine de cellules. Dans l'œil, une fibre nerveuse contrôle à peu près 5 cellules. Et donc on va voir vraiment une finesse d'apparition des phénomènes dans l'œil qu'on ne voit nulle part ailleurs. Et ça rentre vraiment dans le cadre de cette finesse. Alors, soyons clairs dès le départ, qu'est-ce qu'on voit dans l'œil? On voit des états nerveux, des tissus et organes du corps. On ne voit que ça, on voit l'état nerveux. Alors l'état nerveux, vous allez me dire, qu'est-ce que ça peut être? Eh bien l'état nerveux d'un tissu ou d'un organe, il peut être de 4 niveaux globalement. Il peut être en état aigu. Un organe qui est en état aigu d'activité nerveuse, c'est un organe qui va avoir encore énormément de tonicité nerveuse, une bonne tonicité nerveuse, qui va éliminer les toxines, qui va expulser les toxines de façon très efficace. Et on verra qu'il y a une couleur spécifique dans l'œil, on le verra dès qu'on sera sur les photos, il y a une couleur spécifique dans l'œil qui nous témoigne de l'état aigu d'un organe, de fonctionnement aigu au niveau nerveux d'un organe. Ensuite, il y a l'état suraigu, dans lequel finalement, l'organe commence à perdre de sa tonicité nerveuse, donc on en déduit. Et vous verrez que souvent, je vais peut-être être amené à faire des raccourcis, mais c'est toujours on en déduit. À partir de l'état nerveux, on en déduit. On en déduit, mais ce qui veut dire aussi que ce n'est pas absolument certain. C'est que de par notre connaissance de la physiologie humaine, on déduit de l'état nerveux de cet organe telle chose. Donc l'état suraigu, puisque l'organe a une activité nerveuse qui est moindre, on en déduit automatiquement qu'il va y avoir doucement une congestion qui va commencer à se construire de plus en plus importante. Donc, vous allez pouvoir m'entendre dire parfois, oui, là, cette couleur nous révèle de la lymphe épaisse. Non, en fait, la véritable façon de le dire, ça serait, cette couleur nous indique dans cette zone-là une sous-activité nerveuse des organes, sous-activité nerveuse qui veut dire sous-activité en termes d'assimilation, mais aussi et surtout en termes d'élimination. Donc, on en déduit qu'il y a certainement de fortes congestions dans cette zone-là. C'est cette espèce de yo-yo, il est toujours permanent. Et quand on va dire, oh là, on a un organe qui est faible, en fait, l'activité nerveuse de cet organe nous laisse penser que cet organe est faible en matière d'élimination. Et donc, comme il est faible en matière d'élimination, il y a de fortes chances que cet organe soit congestionné, que son fonctionnement soit limité, soit impacté. C'est toujours comme ça qu'il faudrait verbaliser. Donc,
État aigu, un organe qui a encore beaucoup de force nerveuse et qui expulse les toxines de la belle manière. C'est des personnes qui vont faire beaucoup de symptômes, c'est typiquement ce qui arrive chez les enfants, hein. Beaucoup de symptômes, ça sort, ça sort, ça sort et c'est très bon signe. Vous verrez que dans l'œil, ça va se témoigner par une couleur blanche. Ensuite, on passe dans l'état suraigu. La tonicité nerveuse diminue, la capacité, la ressource nerveuse de l'organe diminue. Et à ce moment-là, l'expulsion des toxines se fait de manière moins efficace. On rentre dans l'état suraigu, il se témoignera dans l'œil par une couleur plus crème. Hein. Du blanc, on est passé au crème. Ensuite, il y a le troisième état que j'appelle l'état chronique. Alors, ce qu'il faut bien savoir, c'est que l'état 1 et 2, aigu et suraigu, ce sont des états dans lesquels l'homéostasie, c'est-à-dire ce retour spontané à l'équilibre et à la pleine santé, s'exprime à fond. Ce sont des individus, quand ils vont présenter ces caractéristiques, qui réagiront très bien et très facilement à des modifications du régime alimentaire et qui verront des améliorations très très rapides. Ensuite, quand on passe au chronique et puis ensuite plus tard au dégénératif, alors à ce moment-là, ça devient plus compliqué. C'est des individus qui vont avoir besoin d'être beaucoup plus soutenus par des béquilles externes. Donc aigu, beaucoup de symptômes, ça sort en catarrhe, maladie de catarrhe et ainsi de suite. Si on empêche tout ça et que l'individu commence à se fatiguer, on passe en état suraigu. C'est-à-dire la congestion commence à monter, il y a un peu moins de symptômes parce qu'il y a moins de tonicité nerveuse, il y a plus de fatigue nerveuse. Ensuite, on passe au troisième état qu'on appelle l'état chronique. Alors l'état chronique, il se témoigne au niveau de l'œil par une couleur marron. Hein. Du blanc, on est passé au crème et en plus, on est passé au marron. L'état chronique, c'est un état dans lequel finalement les choses sont installées, la congestion est installée, la tonicité nerveuse des organes devient vraiment faible, la capacité à éliminer des toxines est vraiment limitée, la congestion augmente et commence vraiment à impacter les organes. C'est-à-dire que les organes s'étouffent dans leur propre mucus, s'étouffent dans leur propre congestion lymphatique et que leur fonctionnement commence à être impacté. Ce n'est plus simplement des sorties de matière comme on voyait au stade 1 et 2, mais là c'est vraiment les organes qui sont ralentis dans leur fonctionnement. Donc ça, c'est l'état chronique. À l'état chronique, eh bien, on voit apparaître tous les problèmes de type organique. Maladie de cœur, maladie de foie, maladie de rein, maladie de poumon. Bon, mais là, ce sont des atteintes de type stade 3. Et puis après, il y a le stade 4. Vous verrez dans l'œil, ça se traduira par des marques noires. C'est l'état dégénératif. Alors là, l'état dégénératif, la congestion, la capacité nerveuse des organes est vraiment très très faible. C'est des organes qui sont quasiment inaptes au niveau nerveux, qui ne sont plus innervés quasiment, qui n'ont plus de réaction nerveuse. Ça veut dire que dans ces organes-là, finalement, la congestion a été telle que les organes ont été étouffés et que la toxicité est venue au niveau intracellulaire. Et c'est dans ces zones noires qu'on peut voir apparaître des phénomènes comme des tumeurs cancéreuses. Et alors là, vous avez bien vu, j'ai dit, ce sont dans ces zones noires que l'on peut voir apparaître. Et j'avais fait une petite liste parce que j'ai bien voulu vous mettre ça bien en détail avant de commencer directement. Quand je dis une tumeur, la couleur noire permet de supposer que ce sont des zones dans lesquelles on pourrait voir apparaître une tumeur. Il est très important en iridologie de garder ce conditionnel parce que l'iridologie ne diagnostique en aucun cas des maladies. L'iridologie rend compte de l'état nerveux, de la capacité d'un organe à traiter les produits toxiques uniquement. Et nous, après, à partir de la compréhension de la physiologie qui est la nôtre, on en déduit. C'est-à-dire qu'on suppose, on dit voilà, dans cette zone-là, il y a risque. Étant donné qu'il n'y a pas d'activité nerveuse dans cette zone, c'est une zone dans laquelle tu es en état chronique, voire dégénératif. Et là, c'est une zone qui est plus propice au développement de phénomènes de type tumeur et ainsi de suite. Mais ce sont des suppositions. Donc, ce que l'iridologie ne fait pas, en premier lieu. Ce que l'iridologie ne fait pas, elle ne diagnostique pas de maladie. Tout iridologue qui diagnostiquera des maladies joue aux apprentis sorciers, il fait de la divination et c'est très 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 fréquent. On ne va pas rentrer dans les détails, mais il y a deux écoles d'iridologie, l'école allemande et l'école américaine. Je suis typiquement de l'école américaine. J'ai été formé par l'Institut Jensen, Bernard Jensen, qui était un immense iridologue.
et qui s'oppose en ça aussi à l'iridologie allemande qui, elle, diagnostique des maladies, des états psychiques des individus. Et là, pour moi, on rentre dans un domaine qui n'est pas le domaine de l'iridologie. L'iridologie est une science rationnelle, d'observation de la tonicité nerveuse des organes et tissus. On verra tout à l'heure comment est structuré l'œil et les petits détails. Donc ce que l'iridologie ne fait pas, il n'y a pas de diagnostic de maladie. Elle ne témoigne pas, l'iridologie, d'opérations faites sous anesthésie, pour la bonne et simple raison qu'il n'y a pas eu de mémoire nerveuse de l'opération. Elle ne témoigne pas de la grossesse d'une femme. Or, effectivement, il y a des iridologues qui disent « Oh là, je vois que vous êtes enceinte. » Pipo, ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce qu'il n'y a pas de réponse nerveuse. On ne peut pas voir des calculs rénaux, calculs cholestériques, pour la bonne et simple raison que ces concrétions minérales, eh bien, elles n'ont pas d'innervation nerveuse. Donc on ne pourra pas voir de calcul. On pourra voir un rein qui est faible en termes d'élimination, qui a une nervosité, un état d'innervation nerveux qui est faible. Ça, oui, on pourra le voir, on pourra en déduire que c'est un rein qui va être congestionné, mais les calculs, on ne pourra pas les voir. L'iridologie n'est pas une analyse psychique. D'accord ? On va pouvoir voir de la toxicité qui arrive dans la zone cérébrale. Ça, oui, vous verrez, il y a des zones cérébrales bien caractérisées, mais ce n'est pas une analyse psychique. L'iridologie ne peut pas montrer un virus, une prolifération de germes ou de microbes. Elle ne peut pas montrer de virus, de prolifération de germes ou de microbes parce que ce sont des éléments qui ne sont pas reliés au système nerveux central de l'individu, qui ne sont pas innervés par le système nerveux central, le nôtre. Ce sont des individus étrangers qui ont leur propre système nerveux, si tant est qu'il soit développé. Par contre, l'iridologie peut montrer des tissus, des états de congestion qui peuvent favoriser l'apparition de microbes, de bactéries et de virus. Parce que la congestion est forte, parce qu'on connaît un petit peu l'état, l'historique de l'individu, on va pouvoir dire que dans cette zone, il y a des possibilités de développement de pathogènes qui vont être là pour résoudre cette congestion que l'on voit apparaître dans ces zones-là. Toujours pareil, prendre des précautions sémantiques. L'iridologie ne donne aucune indication concernant l'espérance de vie, parce qu'à l'inverse, l'iridologie donne un très bon renseignement sur notre hérédité, mais l'espérance de vie, ce n'est pas que notre hérédité, parce que l'hérédité, c'est une donnée à la base, c'est le jeu de cartes qu'on nous donne entre les doigts, et vous savez très très bien qu'avec un jeu de cartes excellent, on peut être un piètre joueur et perdre la partie. Avec un jeu de cartes relativement médiocre, on peut être un excellent joueur et s'en sortir pas si mal. Donc il y a l'hérédité et il y a les conditions de vie, l'épigénétique. Et donc la ridologie ne peut pas témoigner de l'épigénétique puisque ce sont des choix quotidiens qui, je l'espère, sont influencés par ces vidéos. Donc l'iridologie ne rend pas compte de l'espérance de vie. L'iridologie parle des toxicités, médicaments, métaux lourds, des choses comme ça. Par contre, sauf quelques très grands spécialistes dont je ne suis pas, et puis j'en ai pas rencontré tant que ça, elle ne permet pas toujours de spécifier vraiment de façon très précise le type de produit. On va voir les grandes classes. Si c'est du mercure, de l'aluminium, ça on va le savoir. Si ce sont des classes médicamenteuses, on va le savoir. Si c'est du soufre, on va le savoir. Ça oui, on va le voir. Mais après, rentrer vraiment, est-ce que c'est de l'arsenic, est-ce que c'est pas toujours facile. C'est pas toujours très facile, on le verra quand on fera les taches dans les yeux. L'iridologie ne permet pas d'indiquer le genre. Souvent, on saura si c'est un homme ou une femme aux couleurs qu'on va avoir sur les cils ou des choses comme ça, mais ça ne permet pas de distinguer un homme d'une femme. Parce que vous verrez, les marques correspondant aux ovaires, ce sont les marques qui vont correspondre aux testicules chez les hommes. Donc, testicules, ovaires, donc savoir qui on a en face. Et cette idée de savoir qui on a en face, elle est très importante aussi pour moi. L'iridologie n'est pas une science de la divination. C'est pas quelqu'un vient vous voir, tu dis ne me dis rien, ne me dis strictement rien, je ne veux rien savoir. On lui prend une photo de ses yeux, puis je vois, et puis on lui sort tout son historique. C'est pas ça, puisque ce sont des potentialités. Parce que vous l'avez bien compris, il y a l'état des tissus, l'état nerveux des tissus. Par exemple, on peut voir un foie qui est particulièrement dans un état chronique, c'est-à-dire que sa capacité à évacuer les toxines va être faible, sauf que la personne va avoir une hygiène de vie tellement excellente que elle ne va pas avoir de problème au niveau du foie. Donc si on lui dit, tu as ton foie
peut-être un foie qui dysfonctionne sans lui expliquer, elle va te dire non, non, mais moi j'ai jamais de problème au foie. Non, elle a une faiblesse nerveuse d'élimination au niveau du foie, ça oui, mais grâce à son hygiène de vie, ça ne se manifeste pas. Ce sont des potentialités. Je vais y revenir sans cesse, mais c'est très très important. Ce sont des potentialités uniquement. À l'inverse, quelqu'un va peut-être pouvoir venir se plaindre de son foie, et puis là vous regardez en iridologie, le foie, il n'y a rien de spécifique. Tu vas dire, bah, t'as rien au niveau du foie. Ah si, t'es surchargé par ton régime actuel. Alors, ça donne quand même des attitudes différentes. Si on sait qu'une personne a une faiblesse hépatique, on va dire, tu as intérêt vraiment à faire très très attention à ce que tu manges, parce que sinon ton foie va charger. Et c'est là que va se développer les premières difficultés, puisque les premières difficultés se développent sur les organes les plus faibles. Ce sont les premiers à témoigner de la congestion. A l'inverse, quelqu'un qui vient vous voir, qui se plaint de son foie, et qui, à la photo d'iridologie, n'a pas un foie qui est particulièrement marqué, on va lui dire, non mais là c'est juste ton régime alimentaire actuel, tu changes et tout va changer. Parce qu'il n'y a pas de faiblesse congénitale du foie. Alors, qu'est-ce que nous permet quand même de faire l'iridologie? Parce que ça sert à quelque chose. Oui, c'est un outil fabuleux. C'est un outil fabuleux, mais qui est toujours à relier à l'histoire d'une personne. On ne fait pas de la divination. On ne fait pas de la divination, on discute avec l'individu. C'est-à-dire que l'individu qui va venir vous voir pour demander un conseil, un ami, un parent, si vous êtes professionnel de santé, un patient, entre guillemets, il va venir vous voir avec une question, avec une problématique, avec des symptômes. L'intérêt de l'iridologie, c'est qu'on évite de se faire tromper par les symptômes. C'est-à-dire qu'on va directement à la cause des causes, puisque on voit l'état d'innervation des tissus. C'est-à-dire que la personne va venir, elle va avoir un problème de peau, par exemple, et elle va te dire, ouais, ben, j'ai un problème de peau, là, qu'est-ce qu'on peut faire pour ma peau? Puis vous regardez dans son œil, vous allez voir, ben, la peau, il y a une zone de la peau, bon, tout va à peu près bien. Par contre, une zone intestinale très très congestionnée. Vous allez savoir automatiquement que le maximum de travail va être ciblé sur cette zone intestinale, parce que c'est elle qui fait qu'ensuite il y a une toxicité qui ressort au niveau de la peau. Et ouais, on va rentrer en détail là-dedans. Qu'est-ce qu'elle permet? L'iridologie permet la localisation et de déterminer la présence, la localisation de l'inflammation. Quand on parle de l'inflammation, c'est la présence de matière toxique dans le corps, puisque ça dépend de la capacité de l'organe à l'évacuer. Marque blanche, marque jaune, marque noire et marque marron. Marque marron et marque noire. Elle permet aussi grandement de distinguer les forces et faiblesses héréditaires. Comme je vous dis, le jeu de cartes. On va voir quel jeu de cartes on avait à la base. Non pas pour faire un procès à ses parents, c'est pas le but. Bien que je me suis déjà amusé à ça, à aller voir lequel des deux parents finalement était responsable de l'héritage génétique d'une personne. C'est assez intéressant. On va voir, on voit les yeux d'une personne, puis on prend les yeux de ses parents et on va voir vraiment de qui il a tiré le plus de sa matière génétique. Par contre, ça permet de diagnostiquer les forces et faiblesses héréditaires. On va voir ça en fonction des travées, des lignes qui vont apparaître dans les yeux, de leur forme et de leur radialité réciproque. Ensuite, ce qu'on va pouvoir voir, et là qui est extraordinaire en iridologie, c'est les signes de guérison. Et ça, je le dis souvent, je dis l'iridologie permet de voir les troubles apparaître avant qu'ils ne soient manifestés sous forme de symptômes, puisqu'on va aller voir directement l'état de fonctionnement des organes, c'est-à-dire la congestion en train de monter. Et c'est comme ça que parfois, moi, je rencontre des gens qui disent « Oh, moi, tout va bien, je fais ce que je veux, je mange ce que je veux, et ainsi de suite. » Et puis, si j'arrive à les coincer derrière l'appareil d'iridologie, on parlera peut-être un petit peu de matériel à la fin de la vidéo si j'y pense. J'arrive à les coincer devant l'appareil d'iridologie, puis là je regarde et je dis écoute-toi mon coco, là actuellement tu fais le cas à coup, mais voilà je t'explique ce qui se passe à l'intérieur. Voilà ce qui se passe, qui n'est pas encore manifesté sous forme de symptômes. Parce que le problème, c'est qu'on croit que tout va bien tant qu'on n'a pas de douleur. Vous croyez, on pense que tant qu'il n'y a pas de problème, tout va bien. Non, non, la congestion, elle se prépare pendant des années. Et c'est comme ça qu'on peut expliquer que d'un seul coup, des individus attrapent un cancer. On dit, mais comment est-ce qu'il a attrapé? Ça lui est tombé dessus. Ah, ça ne lui est pas tombé dessus. Ça s'est préparé pendant des années. L'absence de symptômes ne veut pas dire que l'individu est en bonne santé. Il peut, mais il peut ne pas l'être. Et c'est pour ça que tous les individus goguenards qui vous disent oh, moi je mange ce que je veux et je n'ai aucun problème, il y a deux possibilités. Soit ils ont un système éliminatif particulièrement puissant, mais à notre époque c'est une denrée de plus en plus rare. Soit ils ont un système éliminatif très très puissant, mais c'est très très rare. Soit ils sont en train de se congestionner et leur corps est déjà suffisamment épuisé pour ne pas se rebeller contre tout cela. Et là c'est plus problématique. A l'inverse,
L'iridologie permet de voir les signes de guérison dans les organes avant que ce soit manifesté sous forme de symptômes. Donc on voit avant l'apparition du trouble et on voit avant la guérison du trouble. Et ça c'est très très positif parce qu'il y a des individus qui vont amener des réformes dans leur mode de vie et puis ils te disent mais il n'y a rien qui bouge, il n'y a rien qui bouge. Vous savez, c'est cette histoire de bouteille qu'il faut remplir complètement pour arriver à déborder, j'en parle souvent. Puis ils n'en sont pas au débordement et ils disent, ouais, moi ça fait 1 an, je vois les témoignages dans le livre d'or de Vivre Cru, les mecs ils se mettent pendant 2-3 mois puis tout va bien, puis moi ça fait 1 an, ça évolue pas, ça évolue pas. Ben là, si vous lui faites un suivi en iridologie, vous allez lui dire, écoute, effectivement tes symptômes ne sont pas tous disparus, mais regarde ces lignes dans ces organes qui étaient dans ces zones organiques, et bien regarde ces lignes de guérison, on les verra en détail, regarde ces lignes de guérison qui témoignent que eh bien, l'innervation de cet organe est en train de se reconstruire. Donc cet organe est en train de reprendre de la capacité, de la tonicité. Donc maintenant, il se prépare à évacuer les toxines. Donc prépare-toi à avoir des maladies dans cette zone parce qu'il va évacuer les toxines. Et vous voyez l'intelligence que ça nous permet d'avoir, de ne pas nous laisser tromper par le symptôme. Moi, ça me fait réellement jubiler parce que un symptôme qui pourrait être qualifié comme quelque chose de négatif va être qualifié comme quelque chose de positif. Et mieux que ça, on l'aura prévu à l'avance. Donc c'est très facile de dire à la personne, regarde, je vois que par exemple au niveau de ton cœur, il y a l'état d'énervation qui est en train de remonter, donc tu vas avoir certainement tel ou tel symptôme qui vont se produire dans les mois à venir. Et là, la personne est préparée, prévenue, elle sait que ça rentre dans un plan logique, le plan du corps, le plan du corps tel qu'il a été créé, et à ce moment-là, effectivement, la personne est rassurée. Donc on voit les lignes de guérison, on voit les accumulations médicamenteuses, ça vous verrez, c'est très joli, et d'ailleurs les taches de toutes les couleurs. On voit le niveau de santé de l'individu en observant l'état des intestins, la congestion lymphatique, l'état du système nerveux. On détecte les infections avant qu'elles soient manifestées sous forme de symptômes. On détecte l'acidité des tissus en phase aiguë. Et on cerne les différences entre les organes et les glandes, on voit exactement leur fonctionnement. Vous verrez, il y a des zones particulières. Avant de passer aux photos directement, je prends mon cours directement. Regardez, ce cours, je l'aime beaucoup et j'aime beaucoup la pochette. La pochette qu'on lui a donnée, c'est une peinture que j'aime particulièrement. Et le titre de cette peinture, c'était « Il faut regarder à celui qui vient ». Alors on peut le prendre sur un plan très spirituel, et c'était évidemment un plan très spirituel, mais on peut le prendre aussi sur un plan beaucoup plus matériel. L'iridologie, elle permet de voir au-delà du symptôme. Elle permet de prévoir à l'avance, non pas par divination, mais simplement par réflexion, compréhension. On n'est pas dans de la divination, ça n'a strictement rien à voir, nous sommes dans une science rationnelle. Et elle permet aussi de voir le bon arriver avant même qu'il se manifeste. Et ça, je trouve ça très très beau. Les hypothèses de base de l'iridologie. Alors, l'iridologie, ça permet littéralement de mettre de la lumière dans les endroits sombres, c'est-à-dire de ne pas se laisser tromper par les symptômes et d'aller directement voir les glandes et organes qui sont en sous-fonctionnement. Et on s'en fiche du symptôme, on s'en moque, parce que les symptômes, ils sont liés à des histoires de vie, à des multiples petits paramètres qui font que nombre de praticiens se perdent dans des explications émotionnelles. On me dit, voilà, le cancer du sein, c'est une rupture et tout. Ouais, mais ça, c'est la localisation du cancer, mais on s'en fiche complètement. En tout cas, pour moi, je m'en fiche complètement, parce qu'il n'y a pas de cancer s'il n'y a pas du terrain acidifié. Et l'important, c'est de savoir pourquoi est-ce que le terrain est acidifié, quel organe a été à l'origine de ça. Tant que l'on s'intéresse aux symptômes, on se perd dans des explications plus ou moins psychologisantes. À partir du moment où on revient à la cause des causes, on revient au terrain et on revient au physique, sans cesse au physique. Les émotions peuvent être acidifiantes, mais on va voir leur impact sur le niveau physique. Les hypothèses. L'iris, alors premièrement, vous pouvez noter, l'iris révèle au travers de changements dans les pigments et la structure des états, l'iris révèle au travers de changements dans les pigments la structure des états des tissus de l'organisme. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire que le changement de couleur des pigments, blanc, crème, marron, noir, témoigne de l'état nerveux des tissus et organes de l'organisme. La partie antérieure de l'iris
correspondent dans l'organisation de sa topographie aux structures principales du corps humain, de telle manière que tout organe, glande ou tissu est représenté dans un endroit spécifique de l'œil droit, de l'œil gauche ou des deux. Donc la partie antérieure de l'iris, c'est ce que l'on va observer. Cette phrase, elle dit que finalement, sur la partie antérieure de l'iris, on va le voir tout à l'heure, dès qu'on va passer sur les images, je vais vous montrer un peu la structure anatomique de l'œil, la partie intérieure de l'iris, dessus, on va voir témoigner l'état nerveux de tout organe, glande ou tissu de l'organisme. Certains seront représentés dans l'œil droit, certains seront représentés dans l'œil gauche, certains seront représentés dans les deux. C'est dans l'œil droit quand l'organe est spécifiquement, la glande ou le tissu est spécifiquement à droite. C'est dans l'œil gauche si l'organe, glande ou tissu est spécifiquement à gauche. Et si c'est un organe qui est centré, on va le trouver dans les deux yeux. Mais c'est comme ça que dans l'œil gauche, on va voir le rein gauche, dans l'œil droit, on va voir le rein droit, dans l'œil gauche, on va voir la thyroïde gauche et la parathyroïde gauche, dans l'œil droit, on va mesurer l'état de la thyroïde, la parathyroïde droite. Le foie est principalement à droite, mais maintenant en iridologie, on le distingue aussi un petit peu à gauche aussi, il y a des marques sur le foie à gauche, mais il est principalement à droite. Les intestins, ils sont centrés, donc on va le voir à droite et à gauche, mais on ne verra pas la même chose. Dans l'œil droit, on va observer l'état du côlon ascendant et du début du côlon transverse. Dans l'œil gauche, on va voir la fin du côlon transverse, le côlon descendant, le sigmoïde et la capsule anale. C'est absolument fascinant, et c'est ce qui vient ensuite. 3. Les organes et tissus du côté gauche du corps sont représentés dans l'œil gauche, et inversement. Les organes bilatéraux et ceux qui se trouvent au centre se retrouvent dans les deux yeux. C'est exactement ce qu'on vient de dire. Alors, quatrième hypothèse, la partie antérieure de l'iris. Donc, c'est là où se forment ces marques. La partie antérieure de l'iris, incluant le stroma, donc on va voir, ne vous inquiétez pas, vous allez voir, on va voir l'œil en coupe. Le stroma, c'est le réseau conjonctif de support de la cellule. C'est tout le tissu conjonctif qui va supporter les cellules sur lesquelles vont venir s'imprimer ces marques caractéristiques que nous allons observer dans les yeux. Alors, la partie antérieure de l'iris, incluant le stroma, les fibres musculaires, la bordure de la pupille, la collerette, on va voir tout cela en détail dès qu'on verra les photos, et la marge en sclérotyte et l'iris subissent des changements d'apparence correspondant à des états pathologiques des organes et tissus spécifiques concernés. Qu'est-ce qu'on dit? On dit que finalement, il y a des modifications d'apparence dans l'œil qui correspondent à l'état des tissus et organes. Là on fait une petite pause, grosse différence entre l'école allemande d'iridologie et l'école américaine. L'école allemande d'iridologie postule qu'il n'y a pas de changement au niveau de l'œil. C'est-à-dire que l'iridologie ne servirait qu'à observer un état héréditaire, mais qu'il n'y aurait pas de changement au niveau de l'œil. Alors, je ne sais pas comment on peut tenir une telle position. Je vais vous montrer des photos d'yeux dans lesquelles on voit des évolutions, on voit des réelles évolutions à l'échelle de 6 mois, à l'échelle d'1 an. Je ne sais pas comment c'est tenable. Pour moi, c'est totalement intenable. Et surtout, l'iridologie ne servirait pas à grand chose, parce que si c'est juste pour faire un constat de l'état héréditaire d'un individu, quand vous savez à quel point finalement l'hérédité et la génétique, bon finalement ce ne sont que de peu d'intérêt, puisque l'épigénétique vient surclasser tout ça, ça n'aurait que peu d'intérêt. L'école américaine postule que comme je vous l'ai dit, que la partie antérieure de l'iris, les fibres musculaires, la bordure de la pupille, la collerette et ainsi, subissent des changements d'apparence. Donc il y a des changements d'apparence au cours de la vie d'un individu correspondant à des états pathologiques, donc correspondant à des états pathologiques nerveux, des organes et tissus spécifiques concernés. La force et la faiblesse héréditaire d'un individu et le niveau de sensitivité nerveuse sont visibles dans l'iris, respectivement par des travées très serrées, et on verra exactement ce que sont ces travées, des creux ou des séparations des travées, et par la présence d'anneaux nerveux. Ce sont tous ces signes vers lesquels on va se tourner. Alors, pour terminer cette introduction, qui a été plus longue que prévu, je m'inquiète pour la durée de cette vidéo. Si on se lance dans l'iridologie, on la fera peut-être en 2 fois parce que ça va être très très long. Mais bon. Et puis on y reviendra. L'iridologie n'est pas une science de la divination. L'iridologie est une science rationnelle qui rend compte de l'état d'innervation, l'état de réponse nerveuse des tissus, glandes et organes. Uniquement. On ne peut pas diagnostiquer de maladie, mais à partir de notre compréhension hygiénique du corps, on peut déterminer les organes qui vont être le plus susceptibles de voir se développer tel type
de symptômes, d'opportunistes, de pathogènes, de phénomènes qui vont se passer. On ne fait pas d'adivination, on ne fait pas d'analyse psychologique. Il y a des marques dans les yeux qui témoignent de l'état d'innervation des organes et des tissus et des glandes. Et comme l'état d'innervation des organes, tissus et glandes évolue au cours d'une vie, il est logique de voir des évolutions dans les marques des yeux, contrairement à ce que dirait l'école d'iridologie allemande. Il est normal. Et on voit effectivement des évolutions. Et c'est pour ça que l'iridologie a un caractère extraordinaire d'analyse. C'est un outil pour moi d'analyse non invasif, rationnel, qui permet d'avoir un tableau extraordinaire de la santé d'un individu. Alors, c'est un outil aussi. Et donc, parfois, l'iridologie n'apporte pas d'informations intéressantes. C'est pas parce que l'iridologie n'apporte pas d'informations intéressantes que ça n'existe pas à l'échelle de l'individu. Mais c'est un outil. Et comme toujours, quand on bricole, eh bien, on a plusieurs outils à sa disposition. L'iridologie est un outil fabuleux. C'est pas le couteau suisse 24 lames qui passe partout, obligatoirement, mais c'est dans bon nombre de cas très intéressant. L'iridologie, elle me permet en pratique, vous allez voir, je ne suis pas un iridologue forcené. Je ne cherche pas à tirer de l'œil tous les petits micro-détails. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir vraiment l'état du terrain, les forces et faiblesses de l'individu, et l'analyse en iridologie, pour moi, elle devrait pouvoir être faite en 2 à 3 minutes. Quand on a l'habitude, bam, 2-3 minutes, hop, ça permet tout de suite de cibler, de ne pas rater la cible pour l'individu. Hop, là c'est tes intestins, là c'est tes surrénales qui sont vraiment fatigués, là c'est ça. Mais tout ça, après avoir écouté l'histoire de l'individu, parce que ça dirige notre regard, ça dirige notre travail. Et donc, dans cette interaction, on va pouvoir aider l'individu à mieux comprendre la cause des causes des causes. Pour faire plaisir à Hippocrate, revenir sans cesse à la cause des causes des causes. On va se mettre aux yeux. On va voir combien de temps ça a duré. Si ça n'a pas duré trop longtemps, on va se mettre aux yeux. Allez, on va se mettre aux yeux. Ok. Alors, voici un œil, puisqu'on rentre dans le vif du sujet. Alors, voici un œil. On va d'abord s'entendre sur quelques termes techniques. Je vais essayer de ne pas aller trop vite. On reviendra. On va certainement faire cette vidéo déjà en 2 parties pour que vous ayez de nombreux exemples. Et on y reviendra ensuite par la suite pour que ça travaille. Vous comprenez bien que finalement, là, mon but est de donner une initiation à l'iridologie, mais même pour une initiation, il faut du volume. Le cours d'iridologie dure 1 semaine, et ce cours d'iridologie, je n'estime pas que ce soit une formation totale en iridologie, mais que c'est un tremplin vers quelque chose d'autre. Donc, en 2 heures ou 3 heures de temps, on va faire le maximum. Donc ne vous inquiétez pas, vous pouvez avoir l'impression que ça va vite, c'est ce que je dis toujours au cours d'iridologie. On va revenir régulièrement sur les notions, même au cours de cette vidéo, et ça va faire que vous allez comprendre exactement ce dont il s'agit. Alors, immédiatement, qu'est-ce qu'on peut dire sur un œil? Alors on s'entend sur les termes. On a la pupille, ici, que je désigne ici. On a l'iris, que je désigne ici. On a la sclérotite aussi, on en parlera un petit peu, parce qu'il y a des lignes là qui sont intéressantes, bien que je ne sois pas un spécialiste de la sclérologie, c'est-à-dire l'étude des lignes de la sclérotite, mais on a la pupille et l'iris. Un œil, on va voir exactement un petit peu comment il est constitué avec la charte qu'on va voir progressivement. Un œil déjà ne peut être que de 2 couleurs. Grosse différence entre l'école allemande et l'école américaine. L'école allemande parle des yeux marrons, à tendance gris-vert, à tendance tatata. Pour moi, ça n'existe pas. Enfin, pour moi. Pour Bernard Jensen, et je comprends parfaitement la logique de cette assertion. Il n'y a que des yeux bleus ou des yeux marrons. Alors, en règle générale, les yeux bleus sont des yeux d'origine plutôt européenne, occidentale, hémisphère nord, on va dire. Et les yeux marrons sont plutôt les yeux de personnes issues d'Afrique, d'Asie, des îles, de l'hémisphère sud. Globalement, si on devait trancher, on dirait yeux bleus, hémisphère nord, yeux marrons, hémisphère sud. Mais là, vous allez me dire, mais attends. Moi j'ai les yeux marrons et je suis de l'hémisphère nord. Et vous allez voir que la plupart des yeux marrons, exemple
celui-ci par exemple, ne sont pas des yeux marrons, mais sont des yeux bleus. Ça par exemple, c'est une personne qui a un œil génétiquement bleu. Alors vous allez me dire, oui, mais qu'est-ce que c'est que cette couleur? Alors on va voir ça en détail, mais je vous ai parlé des différentes couleurs qui indiquaient l'état nerveux des tissus. Hein. Blanc aigu, crème suraigu, marron chronique, noir dégénératif. Cette couleur marron, mais qui apparaît sur une trame qu'on voit bleue en dessous, vous voyez, on voit cette couleur un petit peu qui est en dessous, et bien là on est sur un œil bleu. Alors des fois on a des doutes, des fois on a des vrais doutes, des fois le doute n'est pas permis, donc par exemple, hop, vous voulez voir un œil marron. Alors les yeux marrons en iridologie sont très difficiles à observer, mais là je ne sais pas si vous allez y voir quelque chose. Hop, réglage de la couleur, on va essayer de bricoler là-dessus, un petit peu quand même que vous y voyez quelque chose. Voilà, on va y voir quelque chose là. Hein. Bon, sur cet œil là, là on est dans le cas d'un vrai œil marron. Alors les vrais yeux marrons, déjà on remarque qu'il y a une espèce de velours marron. La lecture en iridologie sur un vrai œil marron est très difficile. Hein. Très très difficile, on peut voir certains signes et puis on fera des exemples en deuxième partie de vidéo, mais c'est pas le plus facile. Sur les vrais yeux bleus, c'est beaucoup plus simple. Non, je les avais fermés. Alors hop, donc là on est en présence d'un vrai œil bleu. Hein. Là, vrai œil bleu. Et vous voyez les différences de couleurs, on va y revenir en détail. D'abord, on va s'occuper un petit peu de l'anatomie. Alors, au niveau des remarques générales, je voulais quand même vous faire remarquer quelque chose. Là, c'est facile de savoir si c'est un œil droit ou un œil gauche. Alors, je précise en iridologie, quand on parle d'œil droit, c'est l'œil droit de la personne que l'on observe, mais qui va être à gauche pour nous en tant qu'observateur. Ouais, d'accord, on regarde quelqu'un de face. Imaginons que cet œil, vous l'ayez comme ça. Comment savoir si c'est un œil droit ou un œil gauche? Eh bien c'est simple, on regarde la distance entre la pupille et la bordure de l'iris, d'accord? Si, comme dans cet œil, cette distance est légèrement plus courte, alors je dis bien légèrement plus courte ici que ici, c'est que c'est un œil droit, parce qu'en fait, la distance la plus courte correspond à l'endroit où il va y avoir le nez. Hein. La pupille, eh bien, elle est tirée vers le nez. Donc là, exemple, on a un œil droit, et puis bon, on le vérifie hein, au niveau de la structure. Là, on va avoir un œil gauche. Regardez, légère décentration de la pupille. Hein, on voit que cette distance est plus grande que cette distance. Légère décentration de la pupille vers le nez, directement. Ok, donc ceci étant dit, on va s'intéresser un petit peu à la structure de l'œil. Alors, vous allez voir dans les yeux, on a pour habitude finalement eh bien de distinguer des zones. Comme je vous l'ai dit, finalement les différentes zones de l'œil représentent l'état nerveux des tissus, organes et glandes correspondant à ces zones. Donc on va voir des cartes d'iridologie, mais dès à présent on peut définir des zones et comment on se repère sur un œil. Alors sur un œil, on se repère d'abord avec des cercles radiaux. Donc il va y avoir par exemple la zone 1. La zone 1 va être un cercle hein, qui va entourer la pupille. La zone 2 est un cercle un peu plus large hein, qui va être comme ça à peu près, à ce niveau-là. Et vous verrez que la zone 2, en fait, elle est déterminée, elle se termine avec cette ligne caractéristique dont on va énormément parler, qu'on appelle le cercle nerveux autonome ou la collerette. En anglais, c'est Autonomic Nerve Wells, qui est le cercle nerveux autonome. On verra l'importance capitale qu'il a en matière d'iridologie et tout ce qu'on peut en déduire. Donc la zone 1, immédiatement contiguë à la pupille. La zone 2, le cercle ici. Alors nous, on va faire simplifier dans ce cours d'introduction, parce que normalement, on peut définir 7 zones. Nous, on va en définir 5, je veux dire. Il y aura la zone 3, qui sera la zone qui sera à ce niveau-là, qu'on appelle la zone des organes et glandes. Hein. La zone 4, qui va être à cet endroit-là. Alors, la zone 4, c'est un peu comme la zone 1, on peut y voir apparaître des choses, elle ne se distingue que s'il y a des choses qui doivent apparaître. Et qu'est-ce qu'on va pouvoir voir apparaître en zone 4, par exemple? Voilà. Est-ce qu'on le voit bien apparaître? Oh, magnifique, regardez comme c'est beau un œil. Ben voilà, là, on voit bien les zones, 1, 2,
la zone 3 et là la zone 4. On voit cette espèce de petit chapelet de points. On appelle ça le cercle lymphatique. Tous ces points indiquent l'état des différents ganglions lymphatiques. Et quand on voit du blanc crème sur les ganglions lymphatiques, ça veut dire qu'il y a une activité importante et donc on a une légère saturation des ganglions qui se passe pour cette personne. On va y revenir vraiment en détail. Ensuite, il y a la zone 5 qu'on appelle la zone d'élimination, qui se traduit souvent par un cercle noir. Alors, on va le voir quand on va voir la charte tout à l'heure. Nombre de personnes appelaient ça le cercle de la peau, mais la peau n'est pas le seul organe éliminatif. Par expérience, moi j'appelle ça le cercle d'élimination, parce qu'il témoigne de la capacité du système à éliminer, non pas à détoxiner, mais à éliminer dans le milieu extérieur, et on verra ça en détail. Donc, on définit zone 1, zone 2, zone 3, zone 4, zone 5. Et puis ensuite, eh bien, on va se repérer par rapport au cadran d'une horloge. Par exemple, si on est là, à ce niveau-là, on est à 3 heures, zone 4. 3 heures, 15 heures, si on se repère sur le cadran, zone 4. Ici, par exemple, eh bien, on va être à midi, zone 3, à proximité de la collerette. Ici, par exemple, on va être à 8 heures, zone 3. Là, il y a une marque à 8 heures, zone 3. Alors, en vérité, comme je vous l'ai dit, normalement, là, il y a la 3, la 4 et la 5, parce qu'on fait trois couches dans cette zone 3 pour distinguer vraiment la proximité immédiate de la collerette, la proximité du chapelet lymphatique, de la couronne lymphatique, et puis la zone milieu. Nous, pour simplifier, on va appeler tout ça zone 3. Là, on est à 9h zone, ici, là, 9h zone 1 ou 2, en vérité c'est zone 2, et ainsi de suite. Et donc, à la fois avec les zones et avec les horaires, on va pouvoir repérer les signes dans l'œil. Alors, vous avez vu cette ligne dont je vous ai parlé énormément. On va aller voir tout de suite à quoi elle correspond en faisant un petit peu d'anatomie. Ah, voilà. Super. Anatomie de l'œil. Alors, jolie planche, magnifique planche, qui vient du cours d'iridologie. C'est des traductions qui ont été faites par Joanne, que je remercie au passage pour le travail colossal qu'elle a fait en matière de traduction, que ce soit pour les planches, que ce soit pour la charte d'iridologie de Jensen qu'on verra tout à l'heure, que nous avons traduite en français. Ici, nous avons la pupille. Donc là, c'est bien le centre de l'œil. C'est le trou noir au centre de l'œil. La pupille. Ici, on a la bordure de l'iris. Cette matière-là, sur laquelle vont venir s'inscrire les signes qu'on voyait. Hop, regardez par exemple. Quand je vous parle des cils, eh bien, ce sont ces différentes marques qu'on va voir là-dessus. Donc on a la pupille, ce trou noir qui ouvre sur le cristallin. Et ensuite, eh bien, on va voir toute cette zone. Mais cette zone, elle correspond à ce qu'on appelle l'astroma. L'astroma, c'est un réseau conjonctif de cellules diverses qui vont venir supporter les vaisseaux sanguins, les nerfs, qui vont irriguer. Alors vaisseau sanguin, c'est encore une charte très orientée. Vaisseau sanguin et vaisseau lymphatique, bien sûr, et nerfs qui vont finalement sous-tendre l'œil et permettre la manifestation de ces signes spécifiques. Comme vous le voyez, nous avons deux muscles principalement dans l'œil, dans l'iris. Nous avons ce que l'on appelle le sphincter de la pupille. Alors un sphincter, comme vous vous en doutez, un sphincter c'est circulaire. Donc le sphincter de la pupille, il va être circulaire, il va être assez large, circulaire autour de la pupille. Le sphincter, il est responsable de la contraction de la pupille. C'est ce qui va faire qu'il va y avoir des pupilles petites ou un peu plus grosses. On a aussi un muscle qu'on appelle le muscle dilateur de la pupille. Alors le muscle dilateur de la pupille, ce n'est pas un sphincter, il est radial. Alors radial, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il va partir en rayon comme ça. Et donc, il va y avoir énormément de ces muscles dilateurs. Autant le muscle sphincter, lui, bon, il est
il est large, il est épais, hein, mais il n'est pas différencié en des tas de petites fibres musculaires. Autant le muscle dilateur est différencié en des milliers de petites fibres musculaires. Le muscle dilateur, il part de la périphérie de l'iris et il vient s'ancrer à peu près à ce niveau-là. Le sphincter se situe à ce niveau-là. On va le voir dans le détail. Vous voyez, le sphincter est là, le muscle dilateur est là. Le sphincter a tendance à contracter, le muscle dilateur à dilater. Il y a donc une espèce de jeu mutuel, vous savez, c'est un peu comme le jeu à la corde, de tirer à la corde qu'on faisait dans le Pays Basque. Hein. Chacun tire de son côté. Et finalement, à la zone de contact, à la zone d'influence, de mutuelle opposition entre ces deux muscles, va apparaître un signe particulier qu'on appelle la couronne du système nerveux autonome, hein, dont je vous ai parlé. La couronne du système nerveux autonome, eh bien c'est la ligne de front, d'une certaine manière, de la lutte entre le sphincter qui a tendance à contracter la pupille et le muscle dilateur qui a tendance à dilater la pupille. Alors ce qui est intéressant là-dedans, vous allez me dire, oui mais ce cercle nerveux autonome, quelle importance est-ce qu'il a? Ben, il a une importance capitale dans le sens où finalement on a appris finalement que le muscle sphincter, donc qui est responsable de la contraction de la pupille, hein, est innervé par le système nerveux parasympathique, donc le système calme-contact, le système qui amène à la relaxation au niveau de tous les organes. Pour plus de détails, je vous renvoie vers le cours que j'avais donné en vidéo. Je crois que je l'avais mis en ligne en octobre 2013, quelque chose comme ça, il faut que vous regardiez un petit peu dans les archives, hein, qui s'appelait Tout sur le système nerveux, et où il y a une explication très claire du système nerveux autonome, qui est composé du système nerveux sympathique, du parasympathique et de l'entérique, propre aux intestins. Et donc, le sphincter est innervé par le système nerveux parasympathique, donc il révèle de l'état parasympathique de l'organisme. Alors que le muscle dilateur, lui, est innervé par le système sympathique, le système lutophyte. Alors qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Ça veut dire que si pour un individu c'est le système lutophyte qui prédomine, c'est le muscle dilateur, les muscles dilateurs, puisqu'il y en a autant que de rayons finalement, qui vont prédominer. Et qu'est-ce que ça va amener? Ça va amener à une dilatation de la pupille. On appelle ça la mydriase. Alors mydriase, hop, on doit en avoir par là. Cercle de la peau, colorette, intéressant. Le malabsorption, pupille déformée. Est-ce qu'on a quelque chose là? Ouais, regardez, par exemple, on va essayer de comparer ça. Oh ouais, magnifique. Alors, je précise que l'éclairage est le même. D'accord? Regardez comme c'est beau un œil, c'est magnifique. On va rentrer en détail dans ces signes, mais c'est somptueux. Alors, donc l'éclairage est le même. Là, on a ce qu'on appelle une mydriase, hein, donc dilatation de la pupille, prépondérance du système nerveux sympathique. Et là, on va avoir un myosis, hein, prépondérance du système nerveux parasympathique. Ouais, tout à fait. Prédominance du système nerveux parasympathique. Je vous rappelle que l'éclairage est le même. Là, on voit que la pupille est contractée. En fait, la pupille est contractée. Pourquoi? Parce que le muscle dilateur innervé par le système nerveux sympathique, eh bien, ne peut pas faire son œuvre parce qu'il est épuisé. Et ça traduit toujours un épuisement nerveux. Quand la pupille est contractée, ça traduit un épuisement nerveux. Quand la pupille est dilatée, ça implique un état de stress, mais état de stress avec finalement encore de la présence d'innervation nerveuse. Hein. Le système nerveux est encore actif, il est encore bien actif, donc il répond à ça. Là, on a passé ce stade et on est avec une personne qui est déjà épuisée, en épuisement chronique. On va regarder ça. Bon, là, il y a une forme un peu étrange. Voilà, là, on a encore une pupille qui est relativement dilatée. Donc, on revient à nos chers petits. Muscle sphincter innervé par le système nerveux parasympathique, muscle dilateur innervé par le système sympathique. Et alors, comme vous allez le voir,
vous comprenez bien qu'il y a des rayons radio. Il y a autant de muscles, finalement, il y a autant de muscles. Il y a des centaines de muscles dilateurs qui vont venir agir spécifiquement. Et chacun d'eux va amener finalement bien la formation de cette ligne particulière qu'on appelle la collerette, cercle nerveux autonome, qui est la zone de confluence finalement, hein, un petit peu comme quand une rivière se jette dans la mer et qu'il y a une zone de confluence entre deux courants qui sont opposés. Mais là, c'est un petit peu la même chose. Alors, des fois, on a du mal à le distinguer. Et entre iridologues, entre guillemets, c'est souvent des débats à n'en plus finir, des fois, sur certains types d'yeux, pour arriver à distinguer exactement la collerette et savoir exactement qu'est-ce qui est du domaine de la collerette, qu'est-ce qui ne l'est pas. Dans les stages, alors c'est pour amateurs avertis bien sûr, mais on passe du temps à observer cette collerette et à comprendre le sens de cette collerette. Elle nous dit beaucoup, c'est un des éléments clés à observer en même temps que la trame de l'œil. Et donc à la zone de confluence apparaît cette collerette qui témoigne pour chaque secteur, hein, quand on parle de secteur, c'est les secteurs horaires, 9h, 11h, 12h par exemple. Donc un secteur, eh bien, il y a plusieurs organes en fonction des zones. Il y a les organes de la zone 1, zone 2, zone 3, zone 4 et zone 5 présents dans ce secteur. Eh bien, qui témoignent pour chaque secteur finalement de l'état d'innervation spécifique. C'est-à-dire que si on a une collerette qui se rapproche de la pupille, on va avoir pour cette zone-là une prépondérance parasympathique, c'est-à-dire souvent un épuisement nerveux déjà dans cette zone. Si on a une dilatation, on a une prépondérance sympathique. Et c'est comme ça que vous voyez que finalement cette ligne, elle est relativement hachée, elle est relativement perturbée, elle n'est pas circulaire. Quelqu'un qui serait parfaitement équilibré au niveau de ses influences sympathiques et parasympathiques, alors rassurez-vous, j'en ai encore jamais vu. Hein. Donc il y a des beaux exemples quand même, on le verra tout à l'heure, il y a des beaux exemples, mais quelqu'un qui serait parfaitement équilibré aurait un cercle parfait. Là, on en est loin, on en est bien loin. Ce cercle, il a une caractéristique aussi, donc il témoigne pour chaque secteur, donc pour chaque partie du corps, eh bien, de l'état d'innervation. Est-ce que c'est plutôt dominé par le système luteau-fuite, donc un système qui est plutôt en alerte, ou le système calme-contact, un système qui est plutôt au repos, la plupart du temps par défaillance du système luteau-fuite. Donc, ça a cet intérêt-là, premier intérêt. Secondo, eh bien, on s'est rendu compte, alors je dis bien on s'est rendu compte, je n'ai pas d'explication fine pour cela. Hein, le réel créé nous dépasse souvent par son extraordinaire beauté et sa génialité. Ce que je veux dire par là, c'est que il nous a été fait un cadeau, c'est la capacité de reconnaître dans l'œil des signes caractéristiques qui nous donnent des renseignements sur le milieu interne. Et on s'est rendu compte que cette ligne du cercle nerveux autonome, témoignait de la forme, alors au sens purement physique, matériel, directement, témoignait de la forme des intestins. Et ça, c'est assez fascinant et ça va nous intéresser beaucoup. Alors, c'est pas très étonnant parce que le système nerveux entérique, propre aux intestins, on le sait, est la zone d'enracinement finalement des systèmes nerveux sympathiques et parasympathiques. Vous savez, on a tout placé jusqu'à relativement récemment dans le système nerveux central, donc dans la boîte à pouls, le cerveau et la moelle épinière. Et on se rend compte de plus en plus que ce n'est pas notre deuxième cerveau qui se trouve dans notre estomac, enfin dans nos intestins particulièrement, mais c'est notre premier cerveau. Nous sommes des intestins primordiaux duquel se sont différenciés des organes, mais à la base, l'humain se développe autour d'un intestin. Et ce n'est pas pour rien qu'on va retrouver les intestins au centre de l'œil. Ça, on va y revenir en détail. Ce cercle nerveux, cette collerette finalement, témoigne exactement de la forme des intestins. Alors, selon l'œil auquel on va faire référence, excusez-moi, Voilà. Là, on est sur un œil gauche. Là, on est sur un œil droit. Alors, pour se repérer, à l'intérieur de cette collerette, là vous voyez collerette bien visible, en blanc. Pour se repérer à l'intérieur de cette collerette, on dit toujours qu'il y a le côté intérieur. Donc le côté intérieur, c'est le côté du nez, et le côté extérieur. C'est le côté qui part vers l'extérieur, vers les oreilles. Eh bien, le côté intérieur correspond toujours à l'intestin grêle, le côté extérieur au côlon. Sauf que, comme je vous ai dit, les organes sont latéralisés. Dans l'œil droit, on va voir la partie droite du côlon, c'est-à-dire côlon ascendant et début du côlon transverse de votre côté droit.
Et sur l'œil gauche, on va voir ici, donc à l'extérieur, toujours pareil, fin du côlon transverse, côlon descendant, sigmoïde et rectum. Donc automatiquement sur l'œil droit, puisque là on a l'intestin grêle, donc là on a la connexion avec le côlon, hein, et donc on a le cécum et l'appendice. Et il y a souvent des marques noires à ce niveau-là qui correspondent à la zone de l'appendice. On va y revenir en détail. Et donc je vous avais dit finalement, on définit les zones, zone 1, 2, 3, 4, 5. Cet œil est pas mal pour repérer ces zones. La zone 2, elle s'arrête au niveau du cercle nerveux autonome. À l'intérieur, on a tout ce qui concerne les processus digestifs assimilatifs. Hein. Donc, estomac, intestin. Je vous avais dit la zone 1 correspond à l'estomac. Alors la zone 1, on ne la voit que si l'estomac présente une pathologie. Là, sur cet œil, on la voit. Alors, attendez, on va essayer de zoomer sans se mettre dedans. Vous voyez ce cercle, alors là, pour le coup, parfaitement circulaire, blanc grisâtre qui apparaît autour de la pupille. Eh bien ça, ce cercle-là, on l'appelle le cercle de l'estomac. S'il est blanc, 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 ça indique un estomac en hyperactivité, donc c'est la plupart du temps en hyperacidité. Quand il commence à devenir gris puis noir, c'est un estomac en hypoactivité, c'est-à-dire qu'il ne produit plus d'acide chlorhydrique, et donc ça va se traduire par des problèmes digestifs, maldigestion et malabsorption. Ce cercle n'apparaît que s'il y a une hyperactivité ou une hypoactivité de l'estomac. Si l'estomac est à peu près OK, il n'apparaît pas. Alors des fois aussi, on ne le voit pas parce que vous verrez, il y a des couleurs qui viennent se superposer. Ensuite, à l'extérieur de ce cercle, eh bien, on va trouver, entre la collerette et ce cercle, on va trouver la zone des intestins. On le verra tout à l'heure sur la charte. Donc là, puisqu'on est sur un œil droit, intestin grêle et gros intestin, ou qu'on appelle côlon, hein, avec, là, je vous ai dit, ça traduit la forme exacte des intestins. Et donc là, par exemple, en haut du côlon ascendant, on est côté droit, donc vous pouvez toucher avec votre main pendant que vous écoutez cette vidéo, vous vous rendez compte que vous avez du côté droit, vous avez le côlon ascendant qui monte, avant de faire un angle à 90 degrés qui va partir sur le côlon transverse. Et bien là, hein, au moment où il y a la connexion entre le côlon ascendant et le côlon transverse, on a un beau ballonnement. Hein, vous voyez cette espèce de grosse poche là qu'on voit apparaître, un beau ballonnement dans cette zone-là. Après, là, sur cet œil, on va avoir la zone 3. La zone 4, où on devine des petits ganglions un petit peu chargés. Et puis la zone 5, la zone d'élimination, qu'on voit plus noir dans cette zone-là que ici. Donc, c'est parmi les organes qui sont à ce niveau-là qu'il va y avoir des difficultés d'élimination. On verra en détail ce que ça peut vouloir dire. On va regarder sur cet œil-là qui est gauche. Hein, cercle nerveux autonome, très présent. Le cercle d'estomac légèrement présent, là quand même, on le voit, il est estompé, mais on le voit. Le cercle lymphatique, on le devine très peu, ici. Le cercle éliminatif, zone 5, on voit quand même, là, une marque noire à ce niveau-là. On est sur un œil gauche, la pupille est décentrée. Alors, puisque je vous parlais, donc, que je m'y retrouve, qu'on fasse ça de façon dialectique ou didactique, on a parlé donc des muscles contracteurs, sphincters et muscles dilateurs, très importants. Et cette collerette, on va y revenir sans cesse et sans cesse. Ensuite, je vous ai dit que finalement, on repérait dans l'œil l'état d'innervation des tissus, aigu, suraigu, chronique et dégénératif. Alors comment se fait-il qu'il y ait des modifications de couleur dans l'œil? Eh bien, c'est simplement parce que cette stroma, cette structure qui supporte les vaisseaux sanguins et les nerfs, eh bien, selon l'état d'activité nerveuse des organes, va présenter une conformation différente. C'est-à-dire que si l'organe correspondant à la zone est dans un état aigu d'activité, on va voir apparaître une petite bosse et qui va se témoigner par une couleur blanche dans l'œil. Alors, des fois, vous allez voir par raccourci de langage, finalement, on va dire « Oula, tu as de la lymphe au niveau du foie ». En vérité, c'est pas du tout ça. Hein. La lymphe, la couleur blanche qu'on voit dans l'œil, n'est pas de la lymphe dans l'œil. D'accord? Mais par contre, on va pouvoir dire il y a un état d'activité aigu au niveau de ton foie qui témoigne d'un travail d'élimination en cours. S'il y a un travail d'élimination, c'est obligatoirement qu'il y a de la lymphe à éliminer, qu'il y a du déchet, pas de la lymphe à éliminer, mais qu'il y a du déchet, de la congestion à éliminer, et ainsi de suite. L'état suraigu, qui apparaît en couleur crème, apparaît comme une légère déplétion
dans la stroma qui est moins épaisse. Et finalement, ça amène à une altération des couleurs. Et on n'a plus du blanc, mais on a du crème. Si on a une stroma qui est exactement comme ça, c'est-à-dire sans pointe, sans montagne ni vallée, finalement, eh bien on va avoir la couleur véritable de l'œil. La couleur véritable de l'œil ne pouvant être que bleu ou marron. D'accord ? Toute altération va se traduire soit par une couleur blanche, soit par une couleur crème. Si la déplétion est encore plus forte, c'est-à-dire que la tonicité nerveuse, l'innervation de cette zone-là, eh bien, est plus faible, on va avoir un état chronique qui va se témoigner par une couleur marron. On verra en détail ça. Et puis finalement, si la stroma est quasiment réduite à rien, eh bien on aura la couleur noire. Là, il y a encore une épaisseur de la stroma. En vérité, elle est quasiment réduite à rien. Et on verra la couleur noire qui apparaît dessous, la même couleur noire qu'on va voir dans la bordure de la pupille. Donc, ça se traduit au niveau de l'œil par les différents états. Clac. Couleur blanche, majoritairement. Un petit peu de crème qui apparaît là. Ça, c'est un œil bleu. Donc, vous allez voir, on va y revenir. Un œil droit, bleu. On observe la collerette très visible, facilement visible. On observe un cercle de l'estomac. Une couleur globalement de l'œil blanc tournant sur le crème. C'est un individu qui a encore pas mal de tonicité nerveuse et qui est en état aigu ou suraigu. A l'inverse, par exemple là, on est sur un œil droit, on est sur un œil bleu, en témoignent ces couleurs qui apparaissent dessous, et par contre on voit pas mal de marron qui témoignent d'un état chronique et dégénératif. Alors chronique principalement, il n'y a pas trop de noir dans cet œil, la trame est vraiment propre. Alors vous allez voir exactement ce que ça veut dire. Là encore un exemple, un bel exemple, qu'est-ce qu'il est beau cet œil, magnifique, 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 magnifique. Alors là il y a du crème, vous allez me dire oui mais là il y a du marron. Non en fait là il y a du crème bien, c'est du café crème bien café on va dire, bien soutenu, il n'y a pas beaucoup de crème dedans. On est en train de tourner en état chronique et puis vous voyez cette couleur rouge orangé, assez métallique, presque fluo qui apparaît. Alors elle ne correspond pas à un état des tissus, j'en parle dès maintenant, je prends un petit peu d'avance. Cette couleur-là, elle émane toujours des intestins, elle part souvent comme une espèce de nébulosité à partir des intestins. Vous voyez, on dirait qu'on a passé un coup de bombe de peinture un petit peu. Cette couleur orangée, vive, fluorescente, elle témoigne de la présence d'acide sulfurique. Alors vous allez me dire, mais acide sulfurique, qu'est-ce que ça fait là? Acide sulfurique, vous savez que c'est le rejet métabolique d'une petite population d'individus sympathiques qu'on appelle les champignons, en particulier les candidats albicans qui rejettent de l'acide sulfurique. Et c'est comme ça qu'on peut diagnostiquer une candidose bien avancée, bien cognée chez quelqu'un, en fonction des rejets d'acide sulfurique. Donc on ne va pas voir les candidats dans l'œil, on ne va pas voir la présence des candidats dans l'œil, mais on va voir leur résultante. Les candidats ne sont pas innervés par le système nerveux propre à lui-même, puisque ce sont des organismes autres, donc ils ne sont pas reliés à notre système nerveux. Par contre, leurs déchets, leur expression métabolique, on va pouvoir la voir apparaître. Donc là, ce n'est pas une couleur marron. Un œil où on voit encore bien des ganglions bien chargés, une zone éliminative qui est assez chargée aussi. Alors, sur un œil, je vous ai dit, on observe finalement la couleur globale, on observe le cercle nerveux. Il y a une autre chose qu'on va observer en priorité sur l'œil, c'est ce qu'on appelle la trame. Alors, la trame, hop là, jolie trame. On va prendre des jolies trames, parce qu'on en a des jolies trames. Jolie trame. Alors, pour comparer, il faudrait des pas jolies trames. Bon, déjà, on va pouvoir faire une petite comparaison là. Regardez cet œil, celui-ci. Regardez cet œil. Il est uniformément blanc. Il y a du bleu que l'on voit poindre en dessous, mais il est uniformément blanc. Vous remarquez qu'il y a des tas de fibres à ce niveau-là, et c'est ces fibres qui vont porter la couleur blanche. Ces fibres sont parallèles, elles sont denses au niveau du réseau.
Quand je dis dense, je vous invite à comparer avec ça. Là déjà, qu'est-ce qu'on a? On a des fibres qui sont beaucoup moins radiales et qui partent un petit peu en petite ondulation. Hein. On a de la couleur légèrement noire qui témoigne d'une distanciation des fibres. Et là, ça témoigne d'une trame, comme on dit, une trame nerveuse qui est plus faible. C'est un individu qui a une hérédité, puisque là, quand on observe la trame, on observe directement l'hérédité, qui a une hérédité plus faible. Il en témoigne aussi quand les fibres commencent à vraiment se séparer les unes des autres, eh bien on va pouvoir voir apparaître des phénomènes qu'on appelle des lacunes. On va y revenir tout à l'heure en détail. Les lacunes, ce sont ces petites ouvertures en forme de lacune. Voilà, par exemple, on cherche une trame complexe. Là, l'œil n'est pas noir à la base. C'est simplement que les fibres, l'hérédité de cette personne est très très faible et qu'il y a donc peu de fibres sur lesquelles imprimer la couleur réelle de l'œil. C'est-à-dire que la stroma, la fameuse stroma, voilà, il y en a de partout là. Je crois que non, on n'était pas là-dessus. Voilà. La fameuse stroma dans l'œil, elle est réduite à peu près partout. C'est-à-dire qu'il y a peu d'épaisseur dans la stroma, globalement, sur tout cet œil. Et donc, qu'est-ce que ça donne? Ça va donner, pas ça, ça va donner peut-être ça. Voilà, ça va donner ça. Hein. Donc, c'est un individu qui a une hérédité, une trame qui est faible. On parlait des lacunes. Voilà, là sur un œil marron, apparition de lacunes. Vous voyez ces ouvertures-là. Et là, sur un œil, alors qui est un œil bleu, là pour le coup, c'est pas un œil marron, hein, on voit apparaître des lacunes dans la zone intestinale. Je vous parlais de cette couleur marron orangé. Vous voyez qu'à la fois dans les intestins, on a cette couleur marron chronique. Comme je vous l'ai dit, c'est toujours la zone la plus toxique de l'individu, pour la bonne et simple raison qu'il n'y a pas de déchets particulièrement alimentaires qui n'atteignent le milieu intérieur sans passer par les intestins. Et ensuite, on a cette couleur un petit peu orange vif, là, qui témoigne de la présence d'une belle candidose. C'est pas étonnant, quand on est en état chronique dans les intestins, ça veut dire qu'on a beaucoup de congestion, beaucoup d'accumulation, et donc, automatiquement, il va y avoir des petits auxiliaires qui vont venir pour résoudre cette congestion et cette accumulation. Donc, quelles sont les deux premières choses qu'on regarde dans un œil? Sa couleur globale, hein, blanc, crème, marron ou noir. Hein. Donc on appréhende sa couleur globale et sa trame. Là par exemple, cas typique d'une trame. Alors vous allez me dire, oui mais il y a des petites ouvertures là. L'iridologie ça se fait par comparaison. Là je peux vous dire que finalement le résultat est pas si mal et que cet individu a une bonne trame, a une bonne hérédité. Cette personne-là aussi. On va me dire, oui, mais il est en état aigu et tout. Oui, d'accord, mais il a une très bonne trame et il n'est pas en état chronique ou dégénératif. Donc c'est un individu, chose étrange, qui va faire beaucoup de symptômes, parce que vous l'avez compris, quand on est en état aigu ou suraigu, on a encore beaucoup de tonicité nerveuse et on est en capacité de faire beaucoup de symptômes. Et qui va faire beaucoup de symptômes et qui va être en relativement bonne santé puisqu'il expulse les toxines facilement. Là, tout de suite, on a un individu. Alors, au niveau de la trame, on la voit apparaître en dessous. Elle n'est pas si mauvaise. Par contre, la couleur globale est une couleur qui témoigne d'un état chronique de l'individu, avec toujours, vous remarquerez, un état plus chronique dans le haut de l'œil que dans le bas de l'œil. Et comme par hasard, dans le haut de l'œil, on a le côlon transverse. Et surtout, on a tout ce qui concerne le fonctionnement cognitif cérébral. Et c'est ce qui explique que finalement notre nourriture actuelle et notre mode de vie actuel qui encombre les intestins et en particulier l'intestin, le côlon transverse, a un tel impact sur notre comportement psychologique. Je dirais que la plus grosse atteinte de notre alimentation délétère actuelle, elle n'est pas sur le plan physique, contrairement à ce qu'on croit, elle est sur le plan psychologique. Et le monde actuel dans lequel nous vivons, un monde vraiment de violence, de cupidité, de chacun pour soi, un monde qui est l'inverse des valeurs auxquelles je crois, les valeurs du royaume, ce monde est grandement sculpté par l'alimentation. Ouais, ça peut paraître fou, et pourtant c'est vrai, toutes les personnes qui ont fait des modifications majeures dans leur régime alimentaire peuvent témoigner de la même chose.
Ça, on va y revenir en détail. Et pourquoi il y a des stagnations à ce niveau-là. Donc, dans un œil, qu'est-ce qu'on observe? Donc, on observe la trame. On observe la couleur globale qui est en lien finalement avec cette déplétion et donc cette épaisseur de la stroma. Est-ce que j'avais encore des choses à vous montrer? Donc là, tenez, puisqu'on y est, là on a une belle trame, là aussi, hein, vous voyez, belle trame, bien dense, hein, un œil qui a toute sa couleur, parce que sinon, il serait il y aurait des taches noires beaucoup plus présentes. Vous voyez, là tout de suite, il y a plus une couleur noire. Là, on va me dire de quelle couleur est cet œil. Je dis, oula, je vois que la trame déjà, elle est plus lâche par rapport à ce qui se passe là, hein, qui est beaucoup plus dense. Là, il y a une couleur blanc crème, et puis il y a ce petit fluo là. Hein. Alors vous voyez ce petit fluo, quand la candidose est à ses débuts, en fait, elle démarre vraiment du cercle nerveux autonome qui se situe là, et puis on dirait comme une espèce de petit brouillard, hein, qui part du cercle nerveux autonome. Là, c'est un individu qui, malgré cette petite candidose, a plutôt une bonne structure. Vous voyez, le cercle nerveux autonome, il est relativement équilibré. La pupille est ni dilatée, ni contractée. Il n'y a pas de ligne particulière. C'est plutôt un individu qui est en relative bonne santé. Alors, on va regarder. Oh, intéressant ça. Intéressant. Est-ce qu'il y a... Vous voyez par exemple là, c'est un individu qui est en état aigu, mais quand même il y a beaucoup de noir dans cet œil. Vous voyez là le cercle de l'estomac très présent qui est en train de virer au marron. Donc c'est quelqu'un qui est en sous-activité digestive, qui va manquer d'enzymes digestifs, manquer d'acide chlorhydrique, et donc qui n'aura pas une facilité à digérer les celluloses complexes, les protéines complexes, le gras un petit peu trop complexe. Donc attention, on pourrait lui donner des conseils diététiques à ce niveau-là. On voit le cercle nerveux autonome qui est ici, et voilà une trame qui est quand même relativement lâche. Ici, on avait une trame plus dense, mine de rien, une trame plus dense. Alors ces couleurs, ça c'est un œil très particulier, l'intéressé se reconnaîtra, parce qu'il n'y a qu'une personne qui a des tels yeux de panthère, et là ça correspond à des marques de pollution médicamenteuse ou métaux, et on y rentrera en détail un peu plus loin. Là, c'est un peu entre les deux au niveau structure. Vous voyez, il y a un petit peu de noir qui apparaît, mais il y a quand même encore une bonne structure. Qu'est-ce que je voulais vous montrer? Donc, les 4 états des tissus. Celui-là est intéressant aussi. Hein, on a le muscle dilateur qui arrive comme ça. On a le sphincter qui est ici. Là, on a la bordure de la pupille, la collerette. L'état aigu se témoigne par une bosse, l'état normal est plat, l'état suraigu, chronique et dégénératif. Quasiment, on n'a plus de stroma et on voit apparaître la partie noire en dessous. Là, c'est encore une illustration de ceci. Alors, on va en arriver tout de suite à la charte d'iridologie quand même. Je vais vous montrer les différentes chartes d'iridologie. Alors, celle-là, je l'aime beaucoup, cette charte d'iridologie. Elle m'a été généreusement offerte par mon formateur, le docteur Robert Morse, aux États-Unis. C'est une vieille charte qui vient de Nouvelle-Zélande, si je ne me trompe pas. Yes, New Zealand. Donc c'est une vieille carte. Je l'aime bien parce qu'elle est assez explicite, hein, puisqu'elle montre les organes. Donc on retrouve les zones, zone 1, zone 2, zone 3, zone 4, donc la zone lymphatique circulatoire aussi qu'on appelle, on va voir exactement, et zone 5, avec le cadran horaire 12, 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures, 7 heures, 8 heures, 9 heures. Vous voyez que là il y a un R qui indique œil droit, et pourtant il est représenté à gauche, parce que c'est l'œil droit de la personne qu'on observe, mais que nous voyons nous à gauche, et là c'est l'œil gauche de la personne qu'on observe, donc L pour left, mais qui nous apparaît pour nous à droite, puisque nous sommes observateurs extérieurs. Alors, la zone, vous voyez, la zone interne, puisqu'on va voir le nez ici, bien là on va voir l'intestin grêle, hein, qui se connecte avec le cécum et l'appendice. On est sur l'œil droit, donc côté droit. Et ensuite on va monter avec le côlon ascendant et le côlon transverse. Côlon transverse qu'on retrouve ici, qui descend avec le côlon descendant, le sigmoïde et le rectum qui se situe ici. Hein. Et vous voyez bien, quand je vous parlais du cercle d'élimination qui témoignait de la présence de l'élimination, le rectum, eh bien la marque du rectum va
jusqu'au cercle d'élimination. Le cercle d'élimination, ce n'est pas simplement le cercle de la peau. L'état de cette zone-là ne va pas témoigner simplement de l'état de la peau, mais de l'état de la capacité d'élimination du système. Alors, qu'est-ce qu'on a dans ces yeux? Donc, il y a des marques qui sont très très intéressantes et très faciles à repérer. À 6 heures, chaque fois, dans chacun des yeux, eh bien, on va avoir la jambe. Alors, pareil, plus on progresse dans les zones, on va avoir le haut de la cuisse, le genou, le talon, les doigts de pied, hein, qui vont se situer comme ça. Hein. Donc, on n'a pas de pied dans l'œil, hein, on est d'accord, mais il y a un témoignage de l'état d'innervation des différentes zones de la jambe au niveau de l'œil. Marque à 6 heures, jambe droite, jambe gauche, puisque comme je vous l'avais précisé, finalement, bien, les organes, c'est œil gauche pour les organes gauches, œil droit pour les organes droits. Élément qui est particulièrement remarquable et très facilement, c'est immédiatement vers l'intérieur, juste après la jambe, donc immédiatement vers l'intérieur à gauche, immédiatement vers l'intérieur à droite, on va avoir le rein, toujours pareil, qui vient toucher la zone d'élimination, et la glande surrénale, qu'on trouve directement au contact de la collerette. Et vous verrez que c'est un signe qu'on va souvent repérer. Rein et glande surrénale, une marque très facile à voir. Ensuite, dans l'œil droit, eh bien, on va avoir le... Oui, étrangement... C'est vrai que je ne me suis jamais posé la question. Non, je dis ça parce que là, on a le pancréas. Et je ne me suis jamais posé la question pourquoi est-ce qu'on plaçait le pancréas à droite alors qu'il est à gauche. C'est étrange, ça. Tenez, là, tenez, il y a une grande question pour moi. Puisqu'on a le pancréas. Il y a le pancréas, attendez, hein, je ne me trompe pas. Hein. Ouais, c'est bien ça. C'est bien le pancréas. Pourquoi est-ce qu'on a le pancréas? Tiens, c'est intéressant. Intéressant. En tout cas, on représente le pancréas. Alors, j'ai bien dit, l'iridologie est une science de l'empirisme. Comment est-ce qu'on détermine les zones des organes en iridologie? Ben, c'est des iridologues disent « Ah, on a vu un signe là, et en rapport avec l'histoire du patient, on pense que ça correspond à telle manifestation, tel organe, telle chose, telle chose. » Ils le proposent à leurs collègues, qui le vérifient au travers de centaines, de milliers d'observations. Et puis un jour, ça devient un patrimoine commun. On le reconnaît, on dit « Ok, ouais, voilà, là, on est d'accord. » Donc c'est un savoir qui s'est construit au cours d'itérations multiples sur plus d'une centaine d'années. Et donc on voit des organes apparaître comme ça. Alors pourquoi est-ce que le pancréas est représenté dans l'œil droit? Je ne saurais pas le dire, c'est une question. S'il y a des iridologues qui connaissent la réponse, ça m'intéresserait vraiment. Là, j'avoue que je sèche. Qu'est-ce qu'on va retrouver alors ensuite à droite? Là, vésicule biliaire et foie. Là, pour le coup, on est d'accord. Alors il y en a qui représentent un petit bout de foie aussi à gauche qui se retrouverait dans cette zone-là. Pas vraiment l'habitude, moi je me base sur la charte de Jensen aussi qui est comme ça, de Bernard Jensen et non pas de sa fille Hélène Jensen. Et donc on retrouve foie et pancréas. Ensuite, toujours à l'extérieur de l'œil, ici et ici, on va retrouver le poumon, hein, avec avant le poumon les bronchioles, les bronches étant à l'intérieur, côté intérieur, donc bronche ici, bronche gauche, bronche droite, bronchiole droite, bronchiole gauche, poumon droit, poumon gauche. Et je vous montrerai par exemple un exemple de guérison sur un poumon droit et on voit effectivement les marques dans l'iris qui manifestent cette guérison. Ensuite, comme organe qui n'est pas bilatéral, on a le cœur par exemple. Le cœur va être à gauche et il se situe à ce niveau-là. Ensuite, plus on va monter, plus on va passer, par toute la zone cou. Hein. Donc, il n'est pas étonnant de trouver dans la zone interne, enfin dans la zone proche du nez, hein. Ici donc à 2 heures, ici à 10 heures, on va trouver parathyroïde et thyroïde à ce niveau-là et on verra un petit peu les signes caractéristiques au travers des observations. Et ensuite, alors vous voyez un petit peu juste au-dessus de cette zone qui est le côlon transverse et qui illustre bien dans l'œil. Alors je dis bien, c'est comme ça. Hein, j'ai pas d'explication, c'est merveilleux, c'est comme ça que nous avons été créés. Il y a une cohérence dans la création qui est juste étonnante. Enfin, étonnante. Elle n'est pas étonnante. Elle est étonnante si on considère que tout ceci n'est que le fruit du hasard. Là, oui, pour le coup, on est étonné. Elle n'est pas étonnante si on considère que tout ceci est le fruit d'une intelligence qui dépasse de beaucoup, finalement, notre capacité de conceptualisation. Donc, c'est pas étonnant, mais c'est étonnant. Au niveau du côlon transverse, on voit que dans cette zone, il y a tout ce qui a trait au processus cognitif. On va voir en détail la charte tout à l'heure. Et ça illustre le lien ténu qu'il y a entre l'état de notre côlon transverse et nos processus cognitifs et les perturbations des processus cognitifs.
Alors là, voilà une charte d'iridologie très fréquente en France, qui commence mal, puisque l'œil droit est marqué gauche et l'œil gauche est marqué droit. Bon, après ça, il n'y a pas vraiment grand-chose d'intéressant. Et par contre, là, on rentre dans quelque chose de beaucoup plus intéressant. Comment on fait? Hop. Voilà. Donc ceci, alors normalement, elle est censée sortir dans un format plus grand, hein, puisqu'on l'édite en A3 pour le cours. C'est une fabuleuse traduction de la charte d'iridologie de 1981 de Bernard Jensen, qui pour moi est ma charte de référence de travail, qui a été traduite en français pour les besoins du cours d'iridologie que l'on donne. Merci Johan encore une fois. Donc là on est sur un œil droit et il est très clair, pour moi c'est la charte la plus complète qu'on puisse avoir et la plus juste qu'on puisse avoir. Bernard Jensen étant certainement la personne qui a observé le plus Dieu au cours de sa vie. C'est l'un des iridologues, c'est l'iridologue certainement le plus expérimenté en termes d'observation iridologique. Donc on voit la zone de l'estomac, on voit le cercle nerveux autonome qui apparaît ici, cécum, appendice, côlon ascendant, côlon transverse, intestin grêle. Si on était sur la gauche, on voit côlon transverse, côlon descendant, sigmoïde et rectum. Ensuite, qu'est-ce qu'on trouve à l'extérieur? On va retrouver la cuisse, le genou et le pied, comme je vous l'avais dit, à 6 heures. La surrénale suivie du rein. Surrénale suivie du rein qu'on retrouve ici. Surrénale suivie du rein à gauche. La thyroïde, qui est à 2h30 en vérité, je vous l'avais dit à 2h, c'est plutôt à 2h30, avec la parathyroïde qui se situe ici. Idem là, donc parathyroïde gauche et thyroïde, parathyroïde droite et thyroïde. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut remarquer? Le poumon, ici. Là, c'est toute la zone thorax, côte, plèvre. Le foie, ici, avec la vésicule biliaire. Le pancréas. Testicules, ovaires. Comme je vous l'ai dit, on ne peut pas connaître a priori le genre d'une personne. Donc, ça vaut le coup de savoir quand même à qui appartiennent les yeux avant de se prononcer sur testicules ou ovaires. Pour éviter d'avoir l'air nigaud. On ne joue pas à pile ou face. Des marques dans les ovaires apparaîtront à ce niveau-là, des marques dans les testicules apparaîtront dans cette zone-là. Donc on a intérêt à savoir si c'est un homme ou si c'est une femme avant de conclure. Qu'est-ce qu'on peut faire remarquer aussi? Le côlon transverse, vous voyez, à partir du moment où on commence le côlon transverse, il y a cette zone-là très très particulière, qui est la zone des processus cognitifs. Alors vous savez que en termes de processus cognitifs, la localisation cérébrale n'est pas quelque chose d'extrêmement précis. C'est-à-dire qu'on fait des scanners cérébraux et ainsi de suite, mais on sait à quel point finalement ce sont plutôt des fonctions qu'on va définir en iridologie plutôt que des zones spécifiques du système nerveux central. Donc quand on parle animation de la vie, sens du mouvement, impulsion sexuelle, mental inné, 5 sens égaux, mental acquis, langage, capacité mentale, on va parler de capacité propre de l'individu, non pas de localisation. Et donc on va voir par des signes particuliers que la toxicité du côlon transverse, on verra ça dans la deuxième partie, va irradier et va venir impacter tous ces processus-là. Et c'est ça témoigne du lien ténu qu'il y a entre l'état de nos intestins et nos processus cognitifs. Et c'est pour ça que la majorité des troubles dits psychiatriques sont en fait des troubles digestifs et sont en fait des troubles du côlon transverse. On verra, ça se témoigne au travers de petites lignes qu'on appelle des radii solari, des rayons solaires, qui témoigne de la toxicité directe qui émane du côlon transverse et qui vient impacter ces organes-là. Au contact du cercle nerveux autonome, on voit la pituitaire ici et la pinéale à cet endroit-là. Alors quand la pituitaire et la pinéale sont dans un gros halo blanc ou crème, on sait qu'il y a quand même un problème à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'on peut faire remarquer encore avant de passer à l'action? Non, je crois qu'on est pas mal. On est pas mal du tout. On est pas mal du tout. Et avant... Voilà, signes fondamentaux dans l'iris. Là, ça va être intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on a déjà vu? Là, on voit toujours, vous voyez, on a focalisé sur ces dessins, finalement, sur les marques spécifiques dans l'iris. Donc, cercle nerveux autonome, quand il part comme ça en étoile, ce sont des intestins spasmés.
c'est-à-dire c'est un individu dans lequel la sphère émotionnelle et la sphère digestive vont avoir une interaction très très forte et dans lequel il va y avoir énormément d'aller-retour entre les deux. C'est un individu pour qui les émotions vont générer finalement énormément de spasmes intestinaux et réciproquement des spasmes intestinaux vont générer beaucoup d'émotions. C'est un individu qui va être instable psychologiquement parlant, très, très sensible et ainsi de suite. Là, vous voyez qu'on a une énorme distanciation de l'intestin. Si on est sur un œil gauche, on va avoir un sigmoïde et un côlon descendant qui sont bien dilatés. On appelle ça des intestins ballonnés. Là, vous voyez cette ligne-là. Bon, là, on est un peu en noir sur noir. Hein, hop, mais mon marqueur, il est là. Hein. Vous êtes en noir sur noir. Vous voyez, il y a un effondrement de la collerette du cercle nerveux autonome. Effondrement qui correspond à la zone du côlon transverse. On appelle ça un prolapsus. Chute du côlon transverse. Alors, on y reviendra largement. Chute du côlon transverse. Pourquoi ? Parce que ce côlon transverse, il est soutenu par des muscles qui le maintiennent en l'air. L'affaiblissement minéral fait qu'il commence doucement à s'effondrer. Quand il commence à s'effondrer, il y a une stagnation de matière à l'intérieur. Stagnation de matière qui va faire du poids particulièrement dedans, qui va pousser là-dessus, qui va donc exercer une force supplémentaire sur les muscles qui étaient censés retenir en l'air le côlon transverse. Et donc ça va être un espèce de cercle vicieux. Sauf que ce côlon transverse, quand il prend une allure arquée, quand il prend... j'en ai pas de dessin de côlon transverse là, attendez, je vais voir. Oui. Ouais, voilà. Magnifique image de prolapsus. Voilà, côlon ascendant. Normalement, le côlon transverse, il devrait faire ça. D'accord ? Il devrait faire ça. Et là, qu'est-ce qu'il fait ? Regardez ce qu'il fait. Vous imaginez que dans cet endroit-là, et c'est pas pour rien d'ailleurs qu'on voit ces marques blanches, là c'est une photographie, c'est une radiographie qui a été faite avec du barium radioactif, mais c'est dans cette zone-là qu'il va y avoir des stagnations et qu'il y a cette opacité qui apparaît. Donc là, c'est un énorme prolapsus qui va venir appuyer sur les organes, qui va faire aussi qu'il y a énormément de matière qui va rester stagnante, parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le péristaltisme intestinal, c'est-à-dire la force exercée pour faire progresser les matières, elle est en rapport avec la zone. C'est-à-dire que le côlon ascendant, il y a beaucoup de péristaltisme pour faire monter les matières. Au niveau du côlon transverse, c'est juste du plat. Sur le plat, on ne force pas trop. Sauf que si ce plat se transforme en creux et puis en montée, alors là, beaucoup plus dur, il n'y a pas le péristaltisme suffisant. Si en plus il y a une striction comme ici, c'est la catastrophe. Et là, côlon descendant, vous avez vu, ça fait quasiment une boucle. Normalement, il devrait aller comme ça. Là, ça fait quasiment une boucle. Côlon descendant. Et puis là, je ne vous dis pas l'espèce d'ambrogliamio qu'il peut y avoir là au niveau du sigmoïde et de l'ampoule rectale, ça ne doit pas sortir facilement. Je plains cette pauvre personne. Mais voilà un prolapsus. Voilà exactement ce que c'est qu'un prolapsus. Et qui va donc se témoigner, donc matière en stagnation, toxicité qui va venir émaner, qui va venir toucher directement le cerveau. Donc prolapsus, on y était là. Rétrécissement striction, on le voit apparaître ici, vous voyez cette petite pointe à ce niveau-là, on est sur ce dessin-là, cette petite pointe à ce niveau-là qui correspond à une restriction, une striction. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a déjà vu ? On a déjà vu le cercle lymphatique qui apparaît ici, la zone de l'estomac, là qui apparaît en blanc, hypoacide, hypotonique, donc là plutôt en marron crème. Là, il est blanc, il est hyper acide, hypertonique. Là, écoutez, on va s'arrêter là parce qu'après on va passer directement dans les photos et on va observer les autres phénomènes. Alors ça, c'était un apéritif. On va s'arrêter là et on va faire une deuxième partie avec les photos. C'est un peu comme les contes des 1001 nuits. La suite au prochain épisode qui arrive tout de suite.